À la une de ce journal, à 72 heures du réveillon de Noël, les articles et accessoires liés aux fêtes de fin d'année attendent désespérément preneurs dans les villes de Bafoussam et Konsamba. C'est une ambiance morose que déplorent des commerçants et dans de nombreux ménages, l'on peine à satisfaire les besoins des enfants à l'approche des fêtes de fin d'année. Illustration à suivre en ouverture de ce journal. Un regain d'insécurité en Centrafrique impacte sur le corridor Douala-Bangui. De nombreux transporteurs routiers sont bloqués à la frontière, notamment à Garoua-Boulaye, du fait des exactions menées par des groupes armés rebelles. Pendant ce temps, il y a une mobilisation des forces rwandaises et russes aux côtés de l'armée centrafricaine dans le but de mettre fin à ces manœuvres de déstabilisation. Mais ce dispositif sécuritaire peut-il tenir jusqu'à l'élection présidentielle prévue le dimanche 27 décembre 2020? Élément de réponse dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Nous sommes à quelques jours du réveillon de Noël et des commerçants sont désespérés, anxieux. Ils peinent à voir des clients franchir la porte de leur commerce afin d'être intéressés par les accessoires et autres articles liés aux fêtes de fin d'année. Ambiance morose qui inquiète les commerçants dans de nombreuses familles. L'on déplore l'insuffisance des moyens financiers pour satisfaire à la fois les besoins des enfants en termes d'habillement et également en termes de nutrition pour les fêtes de fin d'année. Évocation avec le clerc Sakem. Noël est aux portes, mais l'année 2020 semble toute particulière au sein des populations de la région de l'Ouest Cameroun. Pas suffisamment nantis pour accueillir la naissance de l'enfant Jésus. On ne sait même pas si la fête... Moi, j'ai même l'impression qu'avec le temps, on ne doit même plus parler de décembre parce qu'on ne vend pas, on vient seulement sécher les marchandises au soleil. La poussière vient gâter même, on ne sait même pas à qui on va encore vendre après, parce qu'on met de ça, ça vieillit. Le tempérament, il se fait ressentir dans les marchés, vendeurs et consommateurs sont aux abois. On attend encore les clients, mais ça tarde un peu. Bon, par rapport à l'année passée, ce moment-là, il y avait un peu... Ça passait, mais le moment-ci, là, on attend, on ne sait pas si ça va aller ou pas, mais on attend, on patiente. Ça, c'est un faux d'exemple, moi, il doit dire vrai. Oui, parce que à tous les commerçants, oui, moi je dois conseiller tous les commerçants que, gars, n'investissez pas. Oui, n'investissez pas. Parce que le tout, c'est le danger. Regardez comment notre marché, c'est vide. On ne ressent pas qu'il y a une fête. Oui, ça veut dire qu'après même 3 fêtes, ça va même disparaître. On dirait même que c'est le dernier décembre ici. Sur la clientèle, les moyens financiers ne sont pas au rendez-vous, dit-on. Pourtant, il faut survenir aux besoins de l'heure. J'étais de passage, j'ai pensé à mon petit-neveu avec qui je suis à la maison. Ça m'a intéressé, raison pour laquelle je m'arrête pour regarder s'il y a quelque chose pour lui. Puisque c'est la fête de Noël, il faut offrir les cadeaux aux enfants. C'est pas facile, mais il faut quand même, c'est un enfant. Un enfant ne peut pas comprendre que vraiment quand vous n'avez pas l'argent, c'est pour dire que vous n'en avez pas. Mais l'enfant, ce qu'il faut le satisfaire, quoi qu'il en soit. D'aucuns évoquent le manque d'emploi et la fourchette salariale qui n'aide pas le citoyen moyen d'être à l'abri du besoin. Ça ne va vraiment pas. Et vous voyez un peu, j'étais à faire depuis un bon bout de temps, on travaille, il n'y a pas l'argent. On aimerait vraiment que nos dirigeants puissent intervenir par rapport à ça. Vous voyez un peu. C'est vraiment tellement délicat, il faudrait qu'ils interviennent vraiment. On travaille comme il se doit, mais on ne trouve vraiment pas le salaire comme il le faut. Et on se bat juste, on se contente juste du peu qu'on a. Vraiment, c'est insuffisant quoi. S'il est une chose dont on est sûr, c'est que Noël aura lieu. Qu'est-ce qu'il faut garder pour les enfants? D'où le choix des jouets à mettre à la disposition de ceux-ci. Je souhaitais acheter un cellulaire ou bien une guitare qui parle d'un message qui est intuitif pour l'enfant, puisque son âge est un peu avancé, il ne doit pas parler des choses au hasard. Il faut quelque chose qui va l'instruire, qui va lui faire tirer une leçon.
Cette ambiance morose est également observée en Konsamba dans le département du Mungo, malgré la présence de nombreux articles liés à la fête de Noël et les fêtes de fin d'année. Très peu de Camerounais sont intéressés faute de moyens financiers et même la ville de Konsamba est loin d'être parée aux couleurs des fêtes de Noël. C'est le constat que font Cyril Ndjemba et Isabelle Carole Zoupet et Nadine Nyambo dans ce reportage. Konsamba aux couleurs des fêtes de fin d'année. Des guirlandes, jeux de lumière et autres accessoires sont installés dans certains grands carrefours du chef-lieu du département du Mungo. Cette initiative de la mairie de Konsamba 2e, première du genre, illumine les cœurs des populations. Que je vois les guirlandes un peu de gauche à droite, aller à 2 kilos au niveau de l'hôpital, ça m'a tellement intéressé. Vraiment, je suis trop fier de ça. Au-delà de la décoration de la ville, la réhabilitation de l'éclairage public dans certains quartiers obscurs est saluée par les populations qui, selon elles, va permettre de diminuer le phénomène d'agression et d'insécurité récurrent en cette période. Et par rapport à la sécurité du quartier, je sens l'éclairage public, il n'y a pas de sécurité. Mais il faut l'éclairage pour, n'est-ce pas, argumenter et faire que les jeunes, même quand ils sont là, ils soient capables de voir à distance. Et maintenant, les agresseurs aussi auront peur d'arriver. Dans les espaces marchands, les magasins s'animent, les comptoirs sont bien achalandés, des commerçants proposent divers articles, mais les clients se font rares. Il y a les barrettes lumineuses, il y a les chapeaux pour apprendre de toutes sortes de variétés. Il y a les ordinateurs pour apprendre les enfants à partir de 3 ans. Et il y a aussi les petits voitures à robots. À la veille de Noël, l'ambiance est plutôt morose ici à Konsamba. Plusieurs parents n'ont pas le cœur à la fête. Ils évoquent le manque de moyens financiers liés à la pandémie de coronavirus. Du coup, plusieurs d'entre eux peinent à satisfaire leur progéniture. Contrairement à la ville de Konsamba où certains arrondissements ont été illuminés aux couleurs des fêtes de fin d'année, dans le Coupé Manengouba, dans le sud-ouest, c'est plutôt le renforcement du dispositif sécuritaire à l'entrée du département afin de passer tous les usagers au peigne fin pour éviter une escalade de violences meurtrières durant la fête de Noël et le réveillon de fin d'année. Des précisions avec Jacques Molon et Isabelle Carole Zoupet. Usagers identifiés et fouilles systématiques de bagages et véhicules par les forces de maintien de l'ordre. Nous sommes dans le Coupé Manengouba, dans la région du sud-ouest. En cette veille de fête de fin d'année, le dispositif sécuritaire a été renforcé dans cette zone en crise pour permettre aux habitants de vaquer paisiblement à leurs occupations. Que ce soit à Tambel, Nguti ou Mbangem, les autorités sont sur le terrain pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Nous avons renforcé les patrouilles motorisées et pédestres. Nous avons renforcé les contrôles à nos checkpoints habituels, permettant à nos populations, à toutes les populations du département du Coupé Manengouba, de passer les fêtes de fin d'année dans des conditions optimale de sécurité. Cette situation sécuritaire sous contrôle réconforte les populations qui avouent ne plus vivre la peur au ventre, mais continuent tout de même de subir l'impact de la crise anglophone, notamment sur le plan économique. Le manque de moyens financiers est un véritable casse-tête pour les parents qui peinent à s'occuper de leur famille et à leur apporter le minimum pour ces fêtes de fin d'année. Avant, il n'y avait pas la paix. On était dans la peur. Parce qu'à tout moment, il y avait des coups de fusil. On ne voyait même pas les gens au marché. Mais maintenant, il y a plein de monde au marché. Nous sommes quand même fiers parce qu'il y a la paix. Même si les enfants ne portent pas les habits, comme on va bien fêter, il n'y a pas de problème. Même si la situation sécuritaire semble être maîtrisée dans ce département, pour les populations du Coupé Manengouba, le retour à la paix dans les deux régions anglophones en crise reste vivement attendu.
Dans le reste de l'actualité, un pont long de 400 mètres relie désormais les arrondissements de Batienga et Ntui. C'est une infrastructure qui doit réduire les difficultés de mobilité dans ces localités où les travaux de la route Batienga-Ntui sont achevés. Le constat est fait par nos reporters Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. Une vingtaine de kilomètres seulement, c'est pas Batienga d'Ntui. Pourtant, il fallait trimer pour aller d'un bout à l'autre des deux arrondissements. Non seulement le mauvais état de la route était une préoccupation, mais il fallait en plus supporter la traversée du fleuve Sanaga et les infidélités du bac. Avec le bac, c'était pas évident. Il y avait des journées, vous arrivez là, vous trouvez que le bac est de l'autre côté, vous attendez là pendant 1 heure ou 2 heures de temps. Moi particulièrement, je n'avais jamais emprunté une pirogue. Un jour, je suis arrivé là, je suis passé, nous étions de l'autre côté. Au retour, on nous dit que le bac est en panne. On était obligé de garer et emprunter la pirogue. Je vous assure, j'ai fait des prières avant de monter. Tout ceci n'est plus qu'un lointain souvenir, puisque le gouvernement a fait d'une pierre 2 coups, en construisant non seulement le pont qui relie les arrondissements de Batienga et de Ntui, mais également la route longue de 21 km qui constitue le lot 1 de la nationale numéro 15, Batienga-Ntui Yoko Lena Tibati. Voici le point de contact entre les départements de la Lekie et du Bamekim. C'est un pont de 400 mètres qui permet désormais de relier 2 villes, Batienga et Ntui, mettant un terme aux tracasseries d'il y a encore quelques mois. On a encore en souvenir les tristes épisodes vécus au bord de l'eau, le bac qui très souvent tombait en panne. Ce n'était pas du tout évident pour les usagers. Depuis que la route passe, les populations sont soulagées. Les mouvements se font d'une rive à l'autre sans problème et à tout moment, de jour comme de nuit, on peut aller à Ntui. Ceux de Ntui peuvent venir à Batienga sans problème, sans difficulté. Et ça a également pour effet de booster l'activité économique. Ce qu'il faudra penser à faire à l'avenir, au niveau de Batienga surtout, c'est de multiplier les infrastructures hôtelières. La traversée du pont à pied a permis au ministre des Travaux publics et sa suite de toucher du doigt la qualité des travaux qui ont été réalisés par le groupement Razelbec, Razel Cameroun. Je suis très satisfait de la qualité du travail réalisé, de la mobilisation des populations bénéficiaires. Je suis très satisfait de l'expertise, du professionnalisme de l'entreprise des travaux ainsi que des missions de contrôle. Je suis très satisfait de ce que le chef de l'État ait cru devoir doter notre pays de ces belles infrastructures. Outre la route et le pont, le projet a également fait la part belle aux aménagements connexes. Ainsi, un centre multifonctionnel des jeunes et un coin marchand ont été construits à Batienga. Le lycée local, qui avait subi les affres d'un violent orage, a été entièrement réhabilité. Tout comme les voiries des villes de Batienga et de Ntui ont reçu une attention particulière. 4600 km de voirie à Batienga, 6150 mètres de voirie à Ntui, avec une traversée urbaine de 2 fois 2 voies sur un linéaire d'1 km de 150. Enfin, diverses constructions de base à caractère social, éducatif ou tout simplement économique, destinées à améliorer la qualité des vies et à impulser la production des populations des localités traversées par les travaux. Le vœu des usagers et des populations riveraines est de voir les autres tronçons de la nationale numéro 15 connaître un coup d'accélérateur, notamment le tronçon Tui-Mankim, afin qu'il soit aisé dans un bref avenir de partir de Yaoundé dans le centre pour Tibati dans la Damawa, et ce en peu de temps. Sur cette route nationale numéro 15, le ministre des Travaux publics reconnaît qu'il y a un énorme retard dans la construction de l'axe Ntui-Mankim, long d'environ 102 km. Emmanuel Nganou-Djumesi explique les raisons de ce retard et annonce la reprise imminente des travaux. Je vous invite à l'écouter. Les travaux des lots 5 et 6, Lena CMB, Tibati, GAD seront achevés au premier trimestre 2021. Les travaux du lot 4, Yoko Lena, sont achevés. Ce lot sera inauguré dans les tout prochains jours. Les travaux du lot 3, Mankim Yoko, connaissent un taux d'exécution de 40%. Je voudrais solennellement faire observer à l'entreprise que c'est insuffisant. Pour le lot 2, qui a suscité les préoccupations, le processus de sélection de l'entreprise est en cours d'examen. Je rappelle
que pour aller vite, ce lot 2 a été éclaté en deux et s'appelle désormais lot 2A et lot 2B. Les travaux de sélection de l'attributaire devraient s'achever très prochainement pour que, enfin, les travaux de construction reprennent entre Tuy-Djolé, lot 2A, et Djolé-Mankin, lot 2B. Ils sont des centaines de milliers de Camerounais qui souffrent de la cataracte. La situation est encore plus grave dans le département du Mayoré et le BIR, le bataillon d'intervention rapide, a décidé de soulager les populations en lançant une opération d'intervention chirurgicale. Ils sont près d'une trentaine de Camerounais, des malades ayant bénéficié de cette initiative mise en place par le bataillon d'intervention rapide dans le département du Mayoré. Des précisions avec Olivier Tsefo et Julienne Berthe-Bissaye. Parmi les pathologies de la vue affectant la population camerounaise, la cataracte à elle seule représente 50% de causes de cécité chez les 180 000 malades enregistrés dans les fichiers du ministère de la Santé publique et l'Organisation mondiale de la santé. Au Cameroun, la cataracte n'épargne aucune partie du pays. Le Septentrion en est tout aussi bien affecté à l'instar du département du Mayoré. Les populations de ces 4 arrondissements en souffrent énormément. Au courant de cette campagne Beer Against Blindness lancée par le bataillon d'intervention rapide, les malades venant de Toubouro, Tcholiré, Rebouba et Mandiring sont consultés, opérés de la cataracte et soignés d'autres infections de la vue. 350 malades ont été reçus hier et sur les 350, 33 ont bénéficié de chirurgie de la cataracte. Ce matin, ceux-là qui ont eu cette opportunité-là de bénéficier, ce privilège de bénéficier de cette chirurgie, sont capables de voir à nouveau. Étalée sur plusieurs jours, cette campagne de soins a permis à des dizaines de patients de recouvrer leur vue ou l'avoir améliorée, comme l'affirment des personnes guéries. Je sens la joie parce que maintenant, je vois bien clair même. Maintenant, comme on a ouvert, je vous vois bien. Avec l'habillement que vous avez porté, je peux dire telle couleur, telle couleur. Avant, je ne voyais même pas rien, je ne voyais rien. Maintenant, je vois très clair le travail. Je félicite le BIR de nous venir soigner. Je leur souhaite longue vie et bonheur. Ça fait déjà 5 ans que je ne vois pas les gosses là. Quand on a eu la chance, l'État est venu nous aider gratuit. C'est là qu'on a la joie. Pour ce soulagement apporté aux populations de tout le Grand Lamida de Rebouba, le représentant du Lamido, Bouba Bakari Abdoulaye, salue à deux mains ce geste de cœur de cette unité d'élite de l'armée camerounaise. La population de Mayoré, en général, vous disent merci à l'initiative de BIR. Vraiment, nous saluons leur initiative et c'est une bonne chose. Nous leur demandons de continuer de faire davantage. Sur cet invite à toujours voler au secours des populations, le bataillon d'intervention rapide inscrit cette action civilo-militaire dans l'accomplissement du concept armée et nation. Cette opération comme ça vient également intégrer la population dans notre combat, leur rappeler que nous sommes ensemble et que nous comptons sur elle, que nous sommes auprès d'elle dans la lutte contre l'insécurité sous toutes ses formes. En dépit de cette action humanitaire du BIR pour soulager les souffrances des populations du Mayoré et bien d'autres localités du pays, la bataille est loin d'être gagnée contre la cataracte et toutes les autres maladies de la vue qui ont déjà fait près de 540 000 malvoyants à travers le pays. Comment faire de nos universités de véritables centres de technopoles de référence en Afrique? Pour le cas de l'Université de Yaoundé 2, qui souhaite être un technopôle de sciences sociales de référence, il faut près de 152 milliards de francs CFA pour réformer cette institution universitaire. Mais les caisses de l'État ne peuvent pas à elles tout seules financer de telles réformes. D'où viendra l'argent? Comment pouvoir résoudre l'inadéquation entre la formation universitaire et l'accès à l'emploi et le développement du Cameroun? Élément de réponse avec Rodin Gassi et Marcelin Gansap.
27 ans après sa création, il était temps que l'université de Yaoundé 2 fasse sa mue et se projette vers l'avenir en tenant compte des défis de l'heure. Vous voyez, on ne gère plus le droit, les métiers de droit comme on les gérait avant. Et pour ça, il faut donc faire une révolution de l'enseignement, de la formation qu'on va donner aux étudiants pour que ces étudiants soient directement opérationnels et répondent aux déshydratats du secteur à la fois privé et public. Parce que c'est le droit qui irrigue les activités de la vie économique et politique d'un pays. Partout on les trouve, c'est comme le sang qui circule dans la veine. Cette ambition repose sur un plan stratégique de développement qui couvre la période 2021-2025. L'université de Yaoundé 2 a du potentiel pour maintenir sa position de technopole des sciences sociales en Afrique. Un fort potentiel foncier de 312 hectares totalement disponible, sécurisé juridiquement et physiquement. Un fort potentiel humain composé de 38 000 étudiants en moyenne depuis 10 ans, 583 enseignants-chercheurs et 430 personnels administratifs en activité et régulièrement présents. Partant de ce potentiel, nous avons défini depuis notre prise de fonction en qualité de recteur de cette université la vision de la transformer en technopole de sciences sociales. La technopole de sciences sociales se décline à travers les 3 missions de l'université, à savoir la mission d'enseignement, la mission de recherche et naturellement la mission d'appui au développement. La planification stratégique envisagée nécessite un effort financier de l'ordre de 154 milliards de francs CFA. Du lourd pour porter les axes de développement qui ont été retenus. C'est une université dont j'ai félicité le recteur pour cette vision futuriste et courageuse. Certes, on peut estimer que la soutenabilité financière est relativement élevée, mais il faut avoir de l'ambition. Et dès qu'on a de l'ambition, une ambition saine, pas une ambition démesurée, une ambition saine, on se donne les moyens de réaliser cette ambition dans un futur relativement proche. Et de toutes les façons, le ministère de l'Enseignement supérieur et le gouvernement de la République en général sont disposés à l'accompagner de manière efficiente et constante dans la réalisation de ce très beau rêve qu'est l'université de Yaoundé 2 du futur. 5 ans pour donner un visage nouveau et une dimension nouvelle à l'université de Yaoundé 2. Tel est le défi suprême que se fixe le plan stratégique de développement en attente de validation définitive, laquelle ouvrira la voie à son implémentation effective. Dans l'escale internationale, c'est un renforcement du contrôle à la frontière avec la République centrafricaine, notamment un renforcement du contrôle sécuritaire au niveau du Cameroun. Pour autant, ils sont nombreux des transporteurs routiers bloqués à la ville frontalière de Garaboulaye, redoutant les exactions des groupes armés rebelles en Centrafrique, là où des affrontements ont continué à être enregistrés à l'intérieur du pays. Le gouvernement centrafricain a annoncé l'arrivée des troupes russes et rwandaises en renfort aux côtés de l'armée centrafricaine pour repousser les rebelles. Bangui est certes sécurisé, mais ce dispositif va-t-il tenir jusqu'aux élections prévues le 27 décembre 2020? On fait le point avec Cédric Chouna et Eric Fopoussi. Les partenaires internationaux de la Centrafrique réunis dans le G5+, appellent François Bozizé et les groupes armés engagés dans l'offensive en cours dans le pays à déposer les armes. C'était dimanche 20 décembre 2020 dans un communiqué conjoint signé par la France, la Russie, les États-Unis, l'Union européenne, l'Union africaine, la CEAC, l'ONU et la Banque mondiale. C'est la première fois que François Bozizé est explicitement accusé par les partenaires de la Centrafrique d'être responsable de l'offensive en cours, ainsi que des groupes armés alliés dont les noms ne sont pas cités. Les signataires du communiqué évoquent des manœuvres destinées à engager le pays vers une nouvelle transition politique, un scénario qu'ils rejettent. Les élections doivent se tenir le 27 décembre, écrivent les signataires, alors que dimanche, la coalition de l'opposition à laquelle appartient François Bozizé a exigé leur report compte tenu de l'insécurité ainsi que l'ouverture de la concertation
population. Le climat est toujours aussi précaire en Centrafrique. Globalement, sur la route principale du pays, la situation est plus calme. Les groupes armés sont moins visibles dans les localités, mais restent présents. Des sources sécuritaires n'excluent pas qu'ils s'éloignent des grands axes pour poursuivre leur progression à travers la brousse. Une présence inhabituelle d'hommes en armes est aussi signalée à Baboua, au nord-ouest tout près de la frontière camerounaise. Plusieurs autorités craignent qu'ils ne coupent l'axe de ravitaillement de la capitale dans une stratégie de blocus à distance. De part et d'autre, chacun consolide ses positions selon une source militaire. Côté gouvernement, des renforts sont encore arrivés de Russie dimanche. Plusieurs avions avec à bord des hommes et du matériel. Le Rwanda a aussi envoyé des troupes en cours de déploiement. Kigali dit agir en vertu d'un accord bilatéral avec la Centrafrique. Et en Côte d'Ivoire, le gouvernement annonce qu'il a renoué le fil du dialogue avec les partis politiques et la société civile, reprise qui a enregistré la présence des principaux partis de l'opposition. L'annonce est faite par le Premier ministre Ahmed Bakayoko, qui note que cette ouverture du dialogue politique porte entre autres sur la commission électorale indépendante en Côte d'Ivoire, a annoncé Ahmed Bakayoko sur son compte Facebook officiel. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Voilà, à quelques jours, vous avez dit à 72 heures de la célébration de la fête de la Nativité, les boutiques achalandées cherchent désespérément preneurs. C'est le constat qui a été fait à Bafoussam, en Konsamba et dans le coupé Manengouba, c'est dans le sud-ouest. De nombreuses familles peinent à avoir des moyens conséquents pour offrir à leurs enfants des jouets, pour aménager l'espace familial aux couleurs de Noël. La crise sanitaire a impacté sur les revenus de nombreuses familles. De nombreux parents ont perdu leur emploi, d'autres ont vu leurs revenus s'amenuiser au fil de ces derniers mois, et sans véritable soutien de la part des autorités et des pouvoirs publics, ils ont du mal à pouvoir offrir à leurs enfants une fin d'année en couleur. Certains comptent néanmoins essayer, tant bien que mal, d'offrir au moins un repas spécial durant le réveillon de Noël. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, c'est dans l'essentiel d'Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain, 20h. Dans un instant, la suite, Equinox Soir. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, celle des briefs du journal, toujours en compagnie du docteur Marie Baga, Pierre-Emmanuel Bignam, Moïse-Xavier Vondor et Alain Djipo. Alain Djipo, une fois de plus, je commence par vous. Cette situation, on met sur le dos de Covid, ce qui se passe aujourd'hui? Oui, effectivement, et vous avez raison. Lorsque nous échangeons tout à l'heure, on a évoqué l'impact négatif des effets de la Covid-19 sur les entreprises. Et c'est pour dire clairement que les reportages que nous avons suivis, aussi bien à Bafoussam, Konsamba et autres, traduisent effectivement la morosité dans laquelle nous nous acheminons vers les fêtes de fin d'année. Une fête de fin d'année en plein régime d'austérité carrément pour beaucoup de familles, de responsables de familles que nous sommes, parce que l'environnement socio-économique n'est pas tout à fait propice à ce que les gens puissent faire des agapes. Bon, c'est vrai qu'en décembre, on a toujours quelques soucis, soit on est un peu sur le qui-vive parce qu'on ne sait pas à quelle sauce on sera mangé au mois de janvier, parce qu'on a tout mis dans les victuailles de décembre, et au plus fort de janvier, c'est la janviose justement qui ne permet pas à ce que certaines situations soient bien gérées pour le grand bonheur de la famille. Et je ne sais pas, je ne suis pas certain que
le Camerounais lambda est dans cet état d'esprit, de réserve, de situation préventive. Non, la réalité c'est que il n'y a véritablement pas de liquidité, les gens sont extrêmement en difficulté financièrement parlant, les trésoreries sont pauvres, y compris même dans les entreprises qui ont justement des gros problèmes à pouvoir gérer le 13e mois pour certaines, gérer les salaires pour d'autres. Et dans ce marasme-là, vous voyez que il y en a qui n'espèrent plus, qui n'ont plus foi en l'avenir et pour qui la nativité ne représente simplement quelque chose de symbolique. Parce qu'en fait, on a coutume de dire que c'est la fête des enfants. Nous, on a des chefs de famille autour de cette table, on a des pères d'enfants, et vous pensez que quand même qu'à Noël, si vous n'êtes pas en mesure d'offrir un jouet à votre fiston, à votre petite fille à la maison, une poupée à la fille, c'est pas toujours pris avec beaucoup de philosophie. Sauf si au-delà de l'aspect matériel qui ne devrait pas primer sur le côté religieux de la chose. Enfin, moi je prêche dans le désert parce que le constat est véritablement établi que ici chez nous on met l'accent sur le matériel, sur la célébration, sur les victuailles, sur les agapes. Et maintenant, beaucoup de personnes, même parfois le jour de Noël, sont épuisées par le réveillon qui est au rite dans d'autres quartiers, dans d'autres coins de la République, les points chauds de la ville. Et puis le 25, on a plus tendance à vouloir récupérer de la veille, du manque de sommeil de la veille, parce que on en arrive à la nativité vraiment épuisée, esquintée par les sorties tapageuses et beaucoup de bruit autour du réveillon. Donc pour me résumer, c'est un climat vraiment morose. On est dans l'antichambre de Noël, mais on n'a pas les signaux forts qui indiquent que véritablement Jésus est parmi nous dans quelques jours. Bon. Tout au moins sur le plan économique, parce que c'est timide quand même. Donc, ce que vous voyez comme décoration là, la nuit, dans la ville d'Oualas, ça annonce pas... Vous avez bien dit décoration. Pierre-Emmanuel Biya, mais justement, vous êtes d'accord avec cette façon de voir? La crise sanitaire a frappé également les porte-monnaies? Bon, avant la crise sanitaire, parce qu'aujourd'hui, je constate que tout le monde est en train de mettre sur le dos de la Covid. Ouais. C'est le fameux prétexte du régime de Paul Biya. Alors, avant même cette crise sanitaire, il faut relever que le Cameroun a un SMIC de 36 000 francs. Oui. 36 000 francs. Et qu'au Cameroun, le maquereau est devenu le poisson le plus luxueux. Celui-là qui, hier, du temps d'Aïdjo, était même interdit d'être consommé par les Camerounais. Donc le maquereau aujourd'hui est devenu un poisson de luxe. Ça, ce sont des réalités. Et vous remarquez également que pendant les périodes de fête, il y a une sorte de délocalisation de lieux de fête, c'est-à-dire que les quartiers s'organisent de plus en plus depuis une dizaine d'années à célébrer les fêtes de fin d'année à la maison, au niveau des quartiers, en communauté, ainsi de suite, parce qu'il n'y a plus assez de moyens pour aller festoyer. Maintenant, je reviens sur les conséquences de la Covid. Oui, la Covid a aussi un effet sur le portefeuille de la ménagère aujourd'hui. Je prends un exemple. Voilà pourquoi nous continuons à penser au MRC que le gouvernement a géré de façon cacophonique la réponse à cette pandémie. Parce que vous ne pouvez pas me dire que le gouvernement a obtenu auprès de FMI et puis de certains de nos bailleurs de fonds un différé en termes de paiement, de remboursement de la dette d'un an, de 12 mois, de près de 210 à 215 milliards, et que le gouvernement ne parvient pas à soutenir les entreprises privées à travers le JICAM, à obtenir aussi les différés de remboursement des crédits qu'ils ont octroyés auprès des banques. Pareil pour des employés qui ont pris des emprunts au niveau des crédits scolaires. Ces employés-là, le gouvernement ne les a pas également soutenus en termes de différés, ne serait-ce que même de 3 mois pour les remboursements des crédits scolaires et tout ça, qui sont en train de courir. Et ajouter à cela une rentrée scolaire qui a eu lieu presque en début novembre. Presque en début novembre.
Et nous sommes pratiquement à 1 mois et demi de cette fameuse rentrée. Voilà. De cette rentrée. Non, quand on dit début novembre, ça veut dire que au Cameroun, la rentrée scolaire, l'école prend l'ampleur véritablement après 3 semaines ou 1 mois, oui, véritablement. Donc, et nous sommes à 1 mois pratiquement et demi de cette fameuse rentrée scolaire-là. Oui. Et nous tombons en plein dans les fêtes de fin d'année. Ajoutez, je convoque également les conséquences de la crise sécuritaire et politique anglophone. Parce que c'est une crise qui a paralysé 30% de nos économies. Si vous allez aujourd'hui à l'ouest, dans les localités comme Tchang, qui faisait le commerce de l'agriculture et tout, les vivres sortaient de Fontaine et tout ça pour être acheminés à Douala. Aujourd'hui, les agriculteurs ne s'en sortent plus. Il y a des vivres qui pourrissent carrément dans ces régions-là où la guerre est en train de sévir depuis 4 ans aujourd'hui. On prend par exemple également la CDC qui a fermé, qui est le deuxième plus grand employeur. Et toutes ces personnes-là sont dans le chômage. Elles se sont déversées sur les villes de Douala et Yaoundé et se sont ajoutées sur ce que nous avions comme panier de la ménagère où on n'arrivait même pas à s'en sortir. Donc si on convoque tout cela, on va constater que le Cameroun est en train de vivre un marasme économique. Nous sommes ceinturés, nous sommes serrés, on n'arrive même plus à s'en sortir. Et malgré que le Cameroun a signé les accords des APE au niveau des supermarchés qui offrent quand même, il faut le féliciter, des vivres et puis des produits de grande consommation de masse à des prix quand même importants. Mais combien de Camerounais ont accès au supermarché aujourd'hui? Très peu de Camerounais ont accès au supermarché. Ce sont les commerces de détail qui font prospérité dans nos différents quartiers. Et auprès de ces commerces de détail, il y a toujours un 200 francs, un 300 francs de plus qui s'augmente. Donc, pour résumer, on dirait que le Cameroun traverse une période très difficile. Et cette période difficile est aussi ajoutée au manque de volonté du gouvernement camerounais à aider la population, le peuple profond, à sortir un peu la tête du lot. Ok. Docteur Baga, pour vous, vous êtes là, vous avez vu comment est-ce qu'autour de vous, ça bouge? Avant que vous ne quittiez le pays, lorsque vous essayez de faire la comparaison, quand vous étiez toute jeune, vous voyez comment ça se passait? Est-ce que c'est la même chose aujourd'hui? Particulièrement l'année 2020, la prochaine, la fête de la Nativité. Je dirais que quand j'étais bien jeune, c'était une autre époque où les fonctionnaires étaient bel et bien payés. Quand même. Où les fonctionnaires étaient quand même plus ou moins payés et où le Camerounais avait encore un tout petit peu la culture de la planification. Moi, je dirais, la crise sanitaire vient accentuer, peut-être exacerber un problème déjà existant. Le co-panéliste l'a dit tout à l'heure, il y a un problème de répartition de richesses dans ce pays que personne ne nie. Et il n'y a que les pauvres qui sont en train de se poser la question que vous vous posez. Covid ou pas, les propriétaires du pays, comme on les appelle au PCRN, ils vont faire des emplettes. Ils vont offrir des poupées à leurs filles et des PlayStation, des voyages à l'étranger, comme on veut, parce que ces propriétaires du pays se sont octroyés les richesses. Il y a une formule qui dit une minorité, c'est-à-dire 5% possède 95% des richesses et 95% n'a que 5% des richesses. Je pense que le problème fondamental du Cameroun, Covid ou pas Covid, c'est cette mauvaise répartition des richesses. Plus de la croissance. Et même si on prend en compte l'inflation ou quoi que ce soit, il y aura toujours quand il y a croissance, on soustrait l'inflation, les riches et les propriétaires du pays vont s'octroyer la belle part et les pauvres vont continuer à souffrir. Quand j'ai invoqué ça, je voulais aussi dire un problème de planification. Moi, je vais toujours parler en termes macroscopiques. Le Cameroun, de par la structuration de son gouvernement et du fonctionnement que nous avons depuis presque 4 décennies maintenant, nous avons un problème criard de planification. Et vous ne pouvez pas avoir un État qui a un problème de planification à court terme. Quand on parle de court terme, M. Otto, c'est dans les 0 à 3 mois. Et
avoir des individus camerounais qui n'auront pas ce problème. Ce qui fait qu'aujourd'hui, comme le copanéliste du MRC l'a dit, on ne peut pas planifier quand l'État n'a pas planifié. La crise a permis à notre gouvernement d'économiser beaucoup d'argent. Il y a des dettes qui ont été différées, il y a de l'argent qui a été donné. Il était question, et d'ailleurs le PCRN, dans le document que nous avons fourni au Premier ministre, dans les propositions que nous avons faites dans la gestion de cette crise, c'était de permettre aux petites et aux moyennes entreprises et aussi des ménagères de pouvoir s'en sortir pendant cette crise en donnant la part qu'on a. On a différé le paiement de certains crédits à l'international et ça ne coûtait rien à notre gouvernement de faire pareil au niveau des PME. Maintenant, le panier de la ménagère. Bon, il y a quand même quelque chose qui est constant. Nous, quand on arrive ici, on a l'impression que la pandémie est un peu finie, personne n'est plus masqué, il y a plus de distanciation sociale et tout. Et j'ai quand même envie de dire que convoquer Covid à la fin de l'année dans un pays apparemment où Covid, c'est un peu trop facile. Moi, je dirais que Noël est ainsi au Cameroun sans planification parce que c'est un problème que nous avons toujours eu. Les propriétaires du pays ont décidé qu'ils s'octroient tout et nous, on n'a rien. Avec un SMIC de 50 €, je ne sais pas où on va. Donc, les propositions concrètes déjà, c'est d'assainir, on l'a dit, la scène politique, l'exécutif doit pouvoir prendre ses responsabilités. Face à cette crise, nous l'avons dit, il y a beaucoup d'échecs qui n'incombent pas seulement à la partie sanitaire, mais également à la gestion socio-économique. On a un ministère de l'économie et des finances qui doit pouvoir rendre compte des aspects économiques de cette crise et nous dire pourquoi les Camerounais ne peuvent pas fêter Noël comme d'habitude, même si c'est pas bien, et que c'est exacerbé par une crise qui, l'État lui-même a eu un petit repli dans ses dettes. Pourquoi il n'aurait pas pu faire ça pour les Camerounais? Et pour finir dans cette période de fête et surtout de rentrée scolaire, ça amène un autre problème de l'éducation et de comment on va s'en sortir après post-Covid. On a une rentrée différée et on va retourner probablement à l'école dans une situation où on aura fini de donner l'argent sur un tas de choses. Janvier, la janviose, ça nous amène encore à un problème de planification et nous au PCRN, nous appelons le gouvernement à avoir cette culture. Et les Camerounais, moi je n'accablerai pas l'individu camerounais parce que peut-être qu'il n'a pas le choix. Il faudrait qu'on passe vraiment à une politique de planification à moyen et à long terme. Ok. Moïse Fondon, oui, c'est vous, sur cette situation, évoquer Covid, elle a dit que non, c'est un manque de planification. Oui, je vais abonder dans le Mais Covid est quand même là depuis mars. Hein. Il y a un avant Covid au Cameroun, quand même. Hein, oui. En fait, le Cameroun souffre actuellement, a toujours souffert d'un manque de stratégie, d'une stratégie bien coordonnée. C'est pour ça que le circuit économique est mis en mal. Ce soir, j'ai lu quelque chose qui m'a surpris. Les démocrates et républicains se sont entendus au Congrès pour débloquer, pour soutenir l'économie, parce qu'ils ont compris que l'économie américaine est mise en mal. Vous vous rendez compte, pour les écoles et les crèches, les États-Unis ont octroyé 100 millions de dollars. Mais nous attendons de voir aussi, le chef de l'État nous avait fait des annonces des départs. Il faut que ceux qui sont appelés à implémenter, à rendre palpables ces annonces sur le terrain, il faut qu'ils le fassent. Parce que les entreprises sont mises en mal. Le circuit économique fonctionne comment? Le fonctionnaire va à la banque, il va toucher son salaire. L'opérateur privé se fait payer par ses factures. Quand il se fait payer par ses factures, il peut régler les autres factures. Il y a le panier de la ménagère qui est programmé, il y a les factures sonnelles et sans publicité bien sûr. Les charges fixes. Et les charges fixes qui sont là. C'est comme ça que le circuit économique fonctionne. Dès que ce circuit est mis en mal, on ne peut pas acheter des jouets pour les enfants à Noël.
On ne peut pas acheter. Et c'est cette situation que vit le Cameroun. Est-ce qu'elle est due par la pandémie à Covid? Moi, je dirais oui, mais tout en nuançant, je voulais dire le Cameroun est en plein dedans depuis un bout de temps. Donc, il faut comme disait Doc tout à l'heure, il faut que le gouvernement essaye de revoir une stratégie qui va à court, moyen et à long terme aussi. Il faut que le gouvernement essaye de mettre en place cette stratégie et la respecter et savoir que le secteur informel doit être soutenu. Les États-Unis sont une grande puissance économique aujourd'hui. La puissance on nous le disait, quand on était encore sur les bancs, vient du secteur informel. Voilà, on va terminer avec le cahier des charges, parce que le communiqué du ministre de la Santé était clair. Il disait ceci: on était le 16. Le gouvernement a signé une convention de délégation des services publics avec la société Miditest SA. Il est ainsi assigné à cette société les objectifs suivants: screening des passagers, désinfection des bagages, réalisation des tests de dépistage du Covid-19, vérification et authentification des certificats de tests Covid des passagers qui embarquent et débarquent au sein des aéroports de Yaoundé et Douala. Le cahier des charges était quand même costaud. J'ai envie de rire quand je... Ah, vous avez envie de rire? Oui, quand je lis les objectifs. Vous savez, il y a plusieurs sortes de formulations d'objectifs. Quand le MinSanté donne à un partenaire comme objectif screening des passagers, je prends juste celui-là, screening. Screening, ça veut dire quoi? C'est vague. Ce n'est pas smart. Cet objectif n'est ni spécifique, ni mesurable, ni limité dans le temps, ni dans l'espace. Screening, combien de passagers? La cible. Entrée, combien de passagers en sortant? Sur quelle période? Et quelles sont les phases d'évaluation? Et quelle est la cible? Donc, voilà comment est-ce que... Je prends juste... C'est un zoom que je fais. Voilà comment est-ce que nous sommes gérés dans notre pays depuis 30 ans. Une navigation à vue. On dit screening passager. Quel est l'objectif de passagers qu'il faut screening? Combien de passagers par jour, par semaine? Et dans quelle période? Quel est le niveau de tests recherché? C'est tout ça. Effectivement, il y a un tel laxisme quand un partenaire reçoit ce type d'objectif. Si ce sont des gens qui sont compétitifs, ils savent comment est-ce que l'évaluation est souvent serrée et comment le cahier de charges est souvent costaud pour auprès d'autres partenaires ou d'autres gouvernements. Ils vont rire. Ils vont dormir tranquille. Ils vont dormir tranquille. Et je suis sûr que quand ils finissent même de dégager ce type de cahier de charges, ils ne mettent pas sur pied une task force qui va travailler conjointement avec ses partenaires et faire un suivi on a daily basis. Ils ne le font pas. Donc, il y a une sorte de navigation à vue au Cameroun. Et ça nous amène à comprendre pourquoi, en réalité, cette pandémie a été gérée dans la cacophonie et que les choses allaient dans tous les sens. Le Cameroun, à travers son gouvernement, n'a pas réellement défini, et je le répète tout le temps, un plan global de riposte contre cette pandémie qui devait avoir des déclinaisons et qui devait avoir une périodicité à court terme, moyen terme et long terme, avec les étapes, les parcours. Aujourd'hui, est-ce que le gouvernement camerounais est capable de dire au peuple camerounais, voici une évaluation que nous avons faite, peut-être phase 1 ou étape 1 de la riposte contre la pandémie de la Covid-2019. Est-ce qu'ils peuvent le dire en date? Ils ne peuvent pas le dire. Ils ne peuvent pas le dire. Et normalement, dans un pays sérieux, la session parlementaire qui vient de passer, le gouvernement camerounais devait faire une évaluation département ministériel par département ministériel sur la gestion de cette Covid, y compris les fonds de Covid. Mais puisqu'il n'y a pas un véritable plan, c'est une cacophonie généralisée où on ne sait même plus si c'est le chef du gouvernement, le Premier ministre, qui était le chef d'orchestre,
puisqu'on voyait chacun se déployer comme il voulait, chaque ministre annonçait les actions, chaque gouverneur annonçait les actions, chaque préfet, chaque sous-préfet. Bref, c'était un désordre généralisé. Et c'est dommage. C'est dommage parce que si, quand vous avez autour de vous des personnes quand même avisées et qui vous donnent des conseils comme le MRC et d'autres partis politiques de l'opposition, les organisations de la société civile, les religieux, tout le monde a mis la main pour faire des propositions à ce pseudo-gouvernement-là afin de former une commission nationale de riposte. À l'intérieur de cette commission nationale de riposte, que le plan de riposte nationale devait sortir avec les moyens d'évaluation et une équipe de pilotage qui devait même être une équipe indépendante. Parce que une autre chose que le gouvernement camerounais doit comprendre, le régime de Paul Biya, il faut qu'il comprenne que la gouvernance rime aussi avec la transparence. La gouvernance rime aussi avec l'indépendance. Et quand je parle d'indépendance, il faut voir dans le privé. Dans le privé, les audits ne sont pas faits par les employés qui sont dans le département comptabilité ou finance. On prend toujours des cabinets externes pour venir faire l'audit. Pour venir faire l'audit, que ce soit l'audit de mi-parcours, l'audit de fin d'exercice, ainsi de suite. Mais le gouvernement camerounais ne connaît pas ça. Chaque situation qui arrive, on forme, même s'il y a des commissions, on forme une commission avec les mêmes gens. Il y a une enquête qu'on veut mener, on implique aussi ceux qui sont même censés être les responsables voilà, de ce qui est arrivé. On les met dans la commission. Il y a une situation comme la pandémie de la Covid arrive, on n'arrive pas à inviter sur la table des personnes indépendantes avec leur expertise pour s'associer au gouvernement et faire une gestion participative et transparente. Parce que ça les arrange à continuer à fonctionner dans le flou management qui leur donne une large marge de manœuvre de pouvoir voler et jusqu'à voler le riz qui était destiné aux populations. Serge Alain, je voudrais... Oui, permettez, j'aimerais avoir votre avis sur cette réaction d'un panéliste sur le plateau. Il n'est pas là ce soir, mais c'est un habitué de cette émission, Bombok Yebga, qui dit « Confier les tests Covid à une structure étrangère, même gratuit, est un risque. Le véritable danger, c'est qu'elle va nous imposer le taux de contamination. » Qu'est-ce que vous pensez de cette sortie de Bombok Yebga? Je peux commencer si ça ne vous dérange pas, parce que c'est un sujet très sensible. C'est un sujet très, très, très sensible. Et puis, on revient toujours en termes d'objectifs et ce qu'on veut. Oui. Quand une pandémie comme celle de coronavirus, on commence la gestion, on se fixe vraiment des objectifs à court, moyen et long terme. Et parmi les objectifs clé, c'est il faut savoir combien de personnes seront probablement traitées à court terme. Pour traiter des gens, il faut les dépister et c'est très sensible. Il y a encore quelques heures, je parlais de la collecte des données dans une émission d'une chaîne concurrente qui, dans notre pays, au Cameroun, participe par exemple de la recherche scientifique qui on ne finance qu'à 0,025% de notre PIB. Très minime. Donc, les tests Covid qu'on donnerait à une structure étrangère au début de cette pandémie créaient des problèmes de chiffres et donc le taux de contamination ou pas. On a besoin de fiabilité de la structure qui fait ces tests. Il s'agit quand même aussi de la souveraineté nationale. Parce qu'au début, il y avait beaucoup de chiffres qui circulaient. Il y avait même des polémiques sur le nombre de morts, le taux de mortalité et le taux de contaminés. Et il est important, et cette personne qui a fait ce commentaire a totalement raison d'avoir une structure étatique qui centralise les tests et d'ailleurs aussi le taux de mortalité pour donner des données fiables, utilisables et qui pourraient aider pour le long terme. Parce que je veux déjà rappeler qu'on ne collecte pas les données pour rien. On n'est pas là en train de dire qu'il faut faire les SMART, objectifs mesurables. C'est pour mesurer quelque chose. On mesure comment on va acheter des tests, combien de tests on va acheter,
quel est le financement qu'on va demander en fonction du taux de testés et du taux de positifs. Donc, moi, je continue de dire que la gestion de cette crise, la mauvaise gestion de cette crise a commencé dès le début. C'est-à-dire, quand on a une crise comme ça, je veux juste rappeler que la gestion des affaires courantes d'un ministère comme celui de la Santé ne devrait pas être la même chose qu'une pandémie. Parce qu'il y a des gens dans un ministère qui n'ont jamais été face à une pandémie, même à une épidémie à l'âge spectre. Il faut pouvoir identifier des gens qui ont l'expertise de la gestion des pandémies et faire ce que nous, au PCR, on avait proposé à l'époque, une task force, et impliquer les autres à participer parce que on a un problème de communication. Et je vais juste faire une petite parenthèse, pendant qu'on parle de la santé. Cet aspect communicationnel qu'on a eu autour d'un vaccin il y a quelques mois, probablement, où il y avait un médecin qui allait vacciner au niveau des écoles et le parent refusait qu'on vaccine son enfant. Oui. Et ça, c'était un manque de communication réel. Et ce manque de communication est extrapolé même dans la gestion de cette crise-là. On ne peut pas commencer à gérer une crise sans avoir les objectifs à atteindre. Okay. Et dans ce cas, les objectifs étaient simples. Minimiser le taux de contamination. Et les gens avaient déjà le plan. Tester massivement si on peut. La distanciation sociale, le port de masques. Mais il faut les quantifier pour avoir à la fin, comme aujourd'hui, des données qu'on compare, qui justifieraient, Serge Alain, le monopole qu'on voit aujourd'hui au niveau des aéroports. C'est pour ça que je disais aujourd'hui au début, c'est quoi le projet? Okay. Et la réponse à ça aurait été qu'au début, on avait fait un objectif qu'à terme, on aurait pu faire ça, mais il n'y avait pas d'objectif. Voilà, Alain Djibourou, rapidement, est-ce que c'est un danger pour Bobok Yebga? C'est un véritable danger que cette structure aurait pu manipuler le taux de contamination. Cela va sans dire. Mais permettez que je revienne sur l'impact négatif même de ce monopole dont il est question autour de cette table. Pour vous raconter une anecdote, j'ai un frère qui est venu des États-Unis, encore des États-Unis, a séjourné dans ce depuis quelques semaines. Et aujourd'hui, il était appelé à retourner, intégrer sa famille qu'il a laissée aux États-Unis. Et je peux vous annoncer directement que, en parlant de ce test, il a fallu 5 heures de temps pour qu'il puisse le réaliser. Il a fallu également qu'il paye 60 000 francs exigés par l'opérateur. Ah, et quand on lui a fait savoir, quand on lui a montré, au niveau des guichets, quand on leur a montré dans le tweet du ministre de la Santé publique, c'est à ce moment-là que les choses sont allées de bonne augure pour ce voyageur qui finalement avait été remboursé. Pour dire quoi? Pour dire que simplement, qui trop embrasse mal étreint. On a donné une charge, un peu trop de charge à cette entreprise. Okay. Si on était en situation où il y avait plusieurs prestataires qui géraient des pans d'activité précis, on n'en serait pas à la surcharge, à l'engorgement. Merci. Dans un instant, 100% football, il est là déjà, Sylvestre Hippolyte Zangao. Bonsoir Sylvestre, au menu de 100% foot tout à l'heure. Bonsoir Serge Alain. Tout à l'heure, nous parlerons de la préparation des Lions A' qui vont jouer le Chan le 16 janvier prochain, à 25 jours donc du coup d'envoi de la compétition, alors que la préparation de l'équipe est diluée par l'absence du championnat. Martin Tungopile, le sélectionneur, va chercher des joueurs en fin de carrière pour mettre les bouchées doubles. Jacques Zoua a ainsi effectué sa première séance d'entraînement avec le groupe ce jour. Il a été retenu sur la liste des 33 convoqués par Martin Tungopile pour la dernière phase préparatoire à cette compétition, tout comme Yannick Ndieng, Jacques Zoua qui a remporté la CAN en 2017 avec les Lions Indomptables au Gabon. 100 clubs en Europe, est revenu au Cameroun, longtemps annoncé dans cette équipe, c'est finalement officiel et oui, il se prépare avec les autres pour jouer le Chan. On verra bien s'il sera retenu parmi les 23 qui participeront bel et bien à cette compétition. Nous parlerons aussi de l'actualité de nos internationaux avec Karl Toko Ekambi qui est le 3e meilleur buteur actuel
actuellement du championnat Ligue 1 en France, alors que Fabrice Ondoa, lui, est en pleine déboire avec son club du côté de la Belgique, épinglé pour une affaire de mœurs. Il a été tout simplement radié des effectifs de son équipe au Stendei. Le joueur contre-attaque puisqu'il nie les faits qui lui sont reprochés. Nous parlerons de l'état de santé du football camerounais dans son ensemble dans quelques instants. Serge Alain avec nos invités. Mais Sylvestre Hippolyte Zangaoui, il faut une touche d'expérience dans un groupe, non? Pourquoi Jacques Zouaï ne peut rien apporter à ce gars? Il est quand même champion d'Afrique 2017, non? Champion d'Afrique 2017, mais plusieurs Camerounais s'interrogent sur cette chance que l'on donne à un joueur en fin de carrière, alors qu'il y a de jeunes joueurs qui peuvent bien avoir pour tribune cette compétition pour lancer leur carrière, comme la sienne a été. Jacques Zouaï, il faut le dire aujourd'hui, en fin de carrière, sans club en Europe, il est revenu au Cameroun, sinon il ne serait jamais revenu. C'est le joker, Sylvestre Hippolyte Zangaoui. Il ne va pas jouer tous les matchs, il va souvent... Peut-être bien, on verra, mais ça démontre simplement que cette équipe, les techniciens en tout cas, sont dos au mur face à l'absence du championnat à travers lequel les joueurs doivent se roder. Ils sont obligés aujourd'hui d'aller chercher dans la vieille garde l'expérience que vous évoquez justement. Oui, justement, si elle sera productive lors de cette compétition. Il faut un ancien pour encadrer les jeunes, Sylvestre Hippolyte Zangaoui. Merci. Dans un instant, donc, ce sera après Equinox 100% foot avec Sylvestre Hippolyte Zangaoui. Votre dernier mot, les avocats, pour terminer. Merci Serge. Alors, c'est un danger qu'on confie ça à une entreprise étrangère. C'est un danger à plusieurs dimensions. Je voulais parler avant de clôturer, je voulais parler du management et je voulais donner des conseils à nos dirigeants, par exemple, des suggestions. En management, nous avons la roue des mines qui définit le management sur 4 axes. Le plan do, check and act. Il faut qu'on commence à y penser au Cameroun parce que tout est management. Maintenant, nous avons parlé du cahier de charges, le screening, nous pouvons le faire au Cameroun. La désinfection, nous pouvons le faire. La décontamination. La décontamination. Oui, des bagages, aucune personne ne peut faire ça au Cameroun. On peut le faire au Cameroun. Screening des personnes, screening des bagages, nous le faisons au Cameroun. Nous avons les rayons X au niveau des thermoflash. Il parle de vérification et authentification des certificats. Il paraît qu'il y a des choses qui... Est-ce qu'on a authentifié Meditests? Des certificats de quoi? Des certificats de quoi? J'ai un dernier mot. Des tests, certificat des tests Covid-19. J'ai un dernier mot. J'ai un dernier mot à dire, s'il vous plaît. Oui, mon dernier mot à dire concerne le ministre Manaouda Malaché. Et ça rejoint la position de Dr Mbarga. Mbaga. Oui. Monsieur Manaouda Malaché, si vous restez encore un brin d'humanité, vraiment démissionnez. Mais en même temps, je ne serais pas surpris de savoir que vous avez eu la promotion. Parce que dans votre gouvernement, dans votre régime, on fait la promotion de la médiocrité. Mais démissionnez. Ok, merci Pierre-Emmanuel Bihan, merci à vous, Moïse-Xavier Mondor, d'être venu. Merci. C'est moi qui vous dis merci, Serge. Merci, docteur Marie Baga. Bon retour, vous n'allez pas payer 30 000 pour 60 000 pour repartir. C'est bien, non? C'est une bonne chose, c'est une bonne nouvelle. Non, je n'avais pas encore payé et je dirais, c'est pas pour moi que ça. Moi, je dois rentrer chez moi et c'est presque un hold-up de le faire pour moi, mais je le ferai quand même. C'est pour, comme nous avons dit ici, les Camerounais qui vont et viennent pour pouvoir avoir... se débrouiller. Et en plus de ça, l'argent de l'État. Où est-ce que ça va aller? Moi, j'aimerais bien savoir. Merci à vous également, Alain Dupont. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés au terme de ce premier numéro de la semaine et qui n'en soit le rendez-vous. Il est pris pour demain, 19h. Bonsoir, Ezeka. Nous sommes dans le deck de Nyon Ekele.